Salut Johanna. Hello. Comment ça va aujourd'hui? Au top. Bon, comme d'habitude. Bon. Toujours. Alors écoute, on a toutes et tous envie que tu nous parles un peu plus de toi, parce qu'on te voit beaucoup sur les réseaux, et qu'on a envie un peu de savoir qu'est-ce qu'il y a derrière tout ça. Donc déjà, est-ce que tu peux rapidement juste te présenter? Qui es-tu? Quel âge tu as? Ta famille et ce que tu fais? J'ai 41 ans dans 2 semaines. Non, ça va, je le vis assez bien. Parce que j'arrive à un moment donné de ma vie où je pense avoir fait des choix corrects et j'arrive à faire ce qui me plaît, en fait. Je suis heureuse chaque matin en me levant, en me disant j'ai de la chance. Okay. Je me suis créé une chance. Ok. Alors... Je suis gérante des Jardins de Nana. J'ai ouvert le premier institut il y a à peu près 12 ans à Étienne Marcel. Donc, c'était une toute petite structure. J'étais toute seule et au fur et à mesure, ça s'est développé. Et maintenant, j'ai à peu près 10 personnes qui sont là dans le premier. Et j'ai ouvert l'année dernière dans le 17e avec une des nanas qui travaillait avec moi, qui est devenue mon associée. Donc, maintenant, elle gère avec moi le 17e. Et c'est une très, 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 très jolie aventure. Je suis ravie. D'accord. Donc, tu as commencé ici, dans cette boutique? Dans cette boutique. Dans ce salon. Oui, okay. Exactement. D'accord. Bon, bah, super. Donc, ça a bien évolué. Depuis, j'imagine que tu as agrandi, tu as fait des choses. J'ai agrandi et j'ai beaucoup travaillé. Beaucoup. Ok. Est-ce que tu peux nous parler un peu de ta vie? Comment tu as commencé, ta jeunesse? Qu'est-ce qui a fait qu'un jour tu as eu l'idée de faire ça? Ce que tu as fait avant? Voilà, on veut tout savoir. Mon parcours, c'est pas un parcours typique ou traditionnel. C'est vraiment le parcours d'une sale gosse qui faisait que des conneries, qui était toujours un petit peu marginalisée et qui avait beaucoup de mal à se trouver. On dirait que je suis en train de parler d'une personne à mais c'est très bien. J'étais pas très bien dans ma peau, j'étais une sale gosse, j'étais toujours la fille un peu différente qui faisait toujours des conneries. Où est-ce que tu as grandi? J'ai grandi vers Enghien, avec mon frère et ma sœur. Et voilà, j'avais vraiment... pour moi, l'école, c'était pas cool. Genre, j'étais pas bien, je voulais pas me lever le matin, je faisais que des bêtises. Putain, quand je raconte ma vie, là, comme ça, j'ai l'impression de parler de mon fils. Les chiens ne font pas des chats. Et je suis partie en Israël à l'âge de... après avoir essayé de me chercher, de me trouver, tout ce que tu veux. Je suis partie en Israël à l'âge de 20 ans et j'ai dit à mes parents, écoutez, je veux faire de l'esthétique. Donc, c'était pas forcément... dans la ligne de conduite en fait de notre famille, parce que voilà, j'ai un grand frère qui est avocat, j'ai une sœur qui se dirigeait vers ce chemin aussi, j'ai toute une famille de médecins, d'avocats, plutôt intellectuels, plutôt intellectuels, ou dans le médical ou dans le paramédical, et donc ça correspondait pas à une ligne de conduite, mais j'ai de la chance d'avoir eu des parents qui m'ont toujours, je sais pas si ça a été une chance ou pas, parce que le fait de laisser faire à ton gosse tout ce qu'il veut, ça lui fait prendre parfois des mauvais chemins. Mais comme ils nous ont donné beaucoup d'amour, ils ont toujours été très présents, qui nous ont donné une base d'éducation qui était quand même vraiment hyper importante, très riche. Donc du coup, ça m'a permis en fait de toujours retomber sur mes pattes, parce que ma famille, c'était mon garde-fou, quoi. Je savais que tu pouvais compter sur eux. Je savais, et peut-être que j'allais aussi loin, parce que je savais qu'au final, j'avais toujours cette famille qui serait là derrière, qui me tiendrait, qui me soutiendrait, malgré leurs défauts, malgré leurs faiblesses, parce que voilà, c'est une famille judéo-arabe comme ça, avec plein de névroses, plein d'angoisses, et ils ont toujours été là, toujours puissants pour moi, et c'est grâce à eux que je tiens debout, et que j'ai réussi à tenir debout, et que je pense en être là où je suis, grâce à ces valeurs familiales. C'est quelque chose on a le droit de pleurer, en fait. Oui, voilà, c'était là. On le voit peut-être pas, mais elle commence à avoir les larmes aux yeux, en fait. Donc, ouais, ça te touche. Arrête-moi aussi. Mais non, mais la famille, c'est la plus grande valeur. Et maintenant, moi, maintenant je suis avec mes 3 enfants, c'est pas facile. C'est même très difficile. Mais je fais en sorte, chaque matin, chaque jour, de dire à mes enfants, c'est ton frère, c'est ta sœur, tu dois l'aimer. Vous devez être... comme si, dans le monde, rien d'autre n'existe que vous. Vous devez être forts tous ensemble. Voilà. Et je pense que c'est la chose la plus importante. C'est le moteur, en fait. Ouais, c'est la respiration. Bon, génial. Voilà. Donc,
En ce qui concerne mon parcours, donc voilà, j'étais plutôt une sale gosse, je me suis retrouvée en Israël et j'ai enfin dit à ma mère, maman, voilà, je veux faire de l'esthétique. Qu'est-ce que t'aimais déjà ça? T'aimais te maquiller? Écoute, je vais te montrer une photo à l'entrée de l'institut où tu me vois poser du vernis à ma sœur qui a 3 ans, j'en ai 9. Je lui mets du vernis, je faisais la collection des parfums, des savonnettes, du maquillage. Ma première claque que j'ai reçue par mon père, c'était parce que j'avais fait Est-ce que tu te souviens, il y a très très longtemps, on se mettait du crayon autour des yeux. Mais oui. Voilà, j'avais mis autour des lèvres, oui. Et que j'avais mis le noir. Mon père me disait, je veux pas que tu te maquilles à l'école, donc je rentrais démaquillée, mais il y avait toujours un petit truc que j'oubliais. Donc voilà, c'était ma première claque. Et donc oui, j'ai toujours été fan de maquillage. Alors, à l'époque, on n'avait pas tous les réseaux sociaux, tous les tutos, les trucs. Non, on allait chez Yves Rocher, on allait au Monop, on se prenait la petite poudre gemée, le petit crayon noir. Mais vraiment, j'ai toujours été fan d'esthétique. Mais le plus grand kiff, en fait, c'était de le faire aux gens. En fait, c'était comme une sorte de thérapie. Le fait de poser un vernis, le fait de me concentrer. Comme je suis toujours très hyperactive. Donc je pense que ça fait partie de moi, je suis complètement hyperactive. Le seul moyen en fait de canaliser mes énergies, c'est de me concentrer sur quelqu'un. Donc le fait de d'épiler un sourcil, c'est le seul moment en fait, où je rentre dans une sorte de bulle où plus rien n'existe pour moi. Je suis bloquée sur ce que je vais faire. Et ça me fait un bien fou. D'accord. Et en ce qui concerne le parcours, donc voilà, j'ai dit à ma mère, je veux faire ça, et je me souviens que je culpabilisais un petit... C'était pas de la culpabilité, est-ce que c'était le fait de pas réussir quelque chose aussi bien, de me retrouver dans un milieu de gens un peu élitistes. J'étais avec des gens qui faisaient du droit, tous mes amis étaient à Sciences Po. Puis moi, qu'est-ce que tu fais dans la vie? Je suis maquilleuse. Donc, attention, pour moi maintenant, c'est le plus beau métier du monde. Mais c'est vrai qu'à un moment donné de ta vie où tu te cherches, ça reste quelque chose de pas top en fait, tu vois, tu corresponds pas aux critères en fait de gens avec qui que tu fréquentes. Et un jour, je vais voir mon grand-père qui parlait pas très bien français, il était tripolitain, tunisien, donc il parlait arabe, il parlait français bien, mais bon. Et je lui dis, papy, je voudrais faire de l'esthétique, du maquillage. Et là, il me regarde, tu vas être heureuse, comme ça, tu vas être, avec son accent, tu vas être heureuse. Je lui dis oui, il me dit, tu sais, ma fille m'a dit, le frousse. Et là, j'ai dit, putain, j'ai l'aval de mon grand-père. Et j'appelle ma mère, elle me dit, ma fille, si c'est ta force, si c'est ce que tu aimes, vas-y, n'écoute personne. Elle me dit, est-ce qu'une fois dans ta vie, t'as écouté quelqu'un? Est-ce qu'une seule fois dans ta vie, pour tes conneries, t'as écouté quelqu'un? Et ma sœur me dit, parce que, voilà, tu vois, comme je dis, la famille, pour moi, c'est hyper important. Ma sœur me dit, tu te rends compte de toutes ces énergies que tu as, qui sont incroyables, mais que tu utilises à mauvais escient. Voilà, tu utilises dans une optique de destruction, d'accord? Il fallait canaliser. Elle me dit, essaye de les transformer, de les rendre positives. Et je me suis dit, tiens, c'est pas mal. Si je sais les rendre négatives, je vais pouvoir les rendre positives. Tu vois, j'ai essayé de... Et en fait... ça a marché. Et à partir de ce moment-là, j'ai été voir un petit graphiste, j'ai fait des petites cartes de visite. Donc d'un côté, c'était rouge et noir, et de l'autre côté, c'était noir et rouge. Et il y avait écrit manicure, pédicure, et il y avait écrit Johanna avec une petite Betty Boop comme ça. Et en fait, les gens me posaient sur leur frigo. Ça faisait beaucoup penser à une carte de visite pour les de putes. Tu sais, les nanas que t'appelles. Ça faisait beaucoup penser à ça. Mais du coup, ça a marqué les gens, et sur tous les frigos à Tel Aviv, il y avait ma carte de visite. Et je me suis lancée dans un petit appartement. Et au bout d'une semaine, il y avait la queue dans l'immeuble. En fait, il y avait vraiment la queue dans les escaliers. Ma coloc me disait, écoute Jo, on va pas pouvoir continuer comme ça et tout. En une semaine d'esthétique, ça veut dire que j'étais encore à l'école, je commençais à pratiquer. C'était tellement pour moi une évidence, en fait. Le soin visage était une évidence, la manicure était une évidence, l'épilation, tout était une évidence. Ça veut dire que même mon premier sourcil, je me suis retrouvée à le faire à quelqu'un que je craignais, parce que c'était une ancienne monitrice, à qui j'avais fait croire que j'étais la reine du sourcil. Je n'avais jamais épilé un sourcil. Et quand elle est rentrée dans l'appartement, que je l'ai allongée, que je lui ai épilé les sourcils, elle s'est regardée, elle m'a dit « Waouh !» Elle m'a dit « Mais tu dois faire ça depuis des années, je ne les ai jamais eu comme ça. » Donc, tu vois, ça m'a permis de me donner confiance en moi. J'ai rendu quelqu'un beau, je l'ai rendu heureuse, donc ça me rend heureuse. Et voilà le parcours. Donc, je suis rentrée à Paris au bout d'un moment. Mon père m'avait ouvert un bel institut à Neuilly. Et au bout de 2-3 ans, je lui ai dit, papa, j'ai besoin de m'accomplir. Donc, il n'était pas très content. Il m'a dit, tu quittes une structure qui est déjà existante pour quelque chose que tu ne connais pas. T'es un peu bancal.
t'es fêtarde, tu sais pas te lever le matin. Elle m'a dit, nous, on est derrière pour te tenir. Ok, tu gères bien l'institut, mais est-ce que tu seras capable d'avoir les épaules? Et en fait, mon frère m'a aidé. Il m'a trouvé le local. J'ai travaillé la nuit pendant des mois avec les Saoudiens, dans les hôtels, les trucs et tout, pour pouvoir payer. Parce que du coup, j'avais aucune aide extérieure. J'ai vraiment, le jour où j'ai ouvert, j'étais seule. Et c'était où ça marche le premier mois, où je ferme, parce que je n'avais aucune... Même si je suis issue d'une famille qui est relativement aisée, ils m'ont toujours dit, tu veux, tu travailles. Mais et pour le coup, j'ai bossé. Je me suis révélée et ça a explosé. Et ça a explosé parce que je l'ai fait, mais comme une commerçante qui aime ce qu'elle fait. Je rigole, je papote. Vraiment, en fait, je me dis chaque jour, je veux rendre à la cliente le soin que j'aimerais avoir. J'aimerais être accueillie. J'aimerais accueillir de la même manière dont j'aimerais être accueillie, tu vois. Je veux que la personne, elle rentre et qu'elle se sente bien. Pas que ça soit marché de sarcelles, tu vois, mais qu'elle se sente bien et qu'en même temps, elle se dise, putain, c'est joli. Les produits sont de qualité. Et en même temps, je suis bien, c'est pas snob. Tu vois, y a pas, le côté snob me fait profondément chier. Voilà, moi, il me met mal à l'aise. T'avais envie qu'elle se sente à l'aise. Voilà, j'avais envie qu'il y ait le côté familial, à la libanaise, à l'israélienne, où tu te mets devant l'institut avec tes cheveux en l'air comme ça. Tu sais, la limite, tu as déjà vu bien sûr, tu fumes ta clope, et le hafour, comme ça. Où vraiment, tu te sens comme dans le film Caramel, quoi. C'est comme à la maison. Tu as vu ce film Caramel? C'est ça, c'est exactement ça. Et voilà le parcours. Donc, j'ai ouvert et ça a marché. Donc, j'ai pris une fille, 2 filles, 3 filles. Ensuite, j'ai ouvert les écoles de Nana. C'est mon centre de formation. Donc, on forme des esthéticiennes un peu partout dans le monde. Je voulais, en fait, passer ce savoir-faire, mais de bonne manière. J'avais pas envie que ce soit le côté lucratif qui prime, en fait. Je voulais vraiment que l'épilation au fil, la micropigmentation, elle soit étudiée dans les règles de l'art, pour pas que d'autres clientes se retrouvent avec des carnages. Et donc, il y a les écoles de Nana. En même temps, j'ai eu mes enfants. Tout ça s'est pas arrêté. J'ai eu le 2e institut. Et là, bientôt le 3e. Et voilà, j'ai tout fait en même temps, en fait. C'est un grand sac où j'ai tout foutu dedans. Comment t'as fait, parce que t'avais pas de formation de gestion d'entreprise, la compta, etc. Comment t'as fait? T'as appris sur le tas, comme ça? J'ai fait des fautes. J'ai appris. J'ai pris un bon comptable. Mon papa m'aide beaucoup. J'ai essayé, en fait, et tu le verras au fur et à mesure de la conversation, en fait, je déteste la contrainte. Ça veut dire que je ne supporte pas la contrainte. C'est-à-dire que j'ai toujours vécu dans ma vie, j'ai toujours fait ce que je voulais au moment où je voulais, sans réfléchir, ou pas. Parce que finalement, je me dis qu'en arrivé là, il y a quand même une réflexion derrière. Mais je suis très instinctive. Oui, c'est au feeling. Je suis très instinctive, je suis très impulsive. L'organisation, j'en ai pas. Ne me demande pas, tu veux voir mon sac? Non, mais... Oui, j'ai vu ce matin les Kinder et tout. Voilà, je n'ai pas d'organisation. Je suis organisée à ma manière. Peut-être que c'est dans ma tête, il y a des cases, elles sont en bordel. Mais ça marche. Mais ça marche. Je pense que je gagnerais plus de temps et si j'arrivais à m'organiser, mais peut-être que je serais perdue si j'étais organisée, tu vois. Peut-être que ça couperait toutes mes impulsions, ça couperait toutes mes idées, peut-être que le feeling partirait un peu... J'aime être comme ça, voilà. C'est le bordel. Et j'aime, voilà. Mais tant mieux, c'est très bien. L'important, c'est d'être en accord avec toi-même. Mais je m'entoure de gens qui savent ce qu'ils font. Je m'entoure de bonnes esthéticiennes, donc quand je veux partir ou quand je dois aller dans le 17e, je sais que je suis en sécurité. J'ai un mari extraordinaire, mais vraiment, mon mari, c'est une merveille. J'ai des parents qui sont là, voilà, pour me soutenir quand le matin, ça va pas. Maman, allô maman, aujourd'hui, je sens que je vais pas y arriver. Elle me dit, ma fille, t'es forte. Ok, merci. Et je raccroche. En fait, juste le mot qui va me donner de la good vibes. Et puis, j'ai une super nounou et j'ai emménagé à 30 mètres de l'institut. Donc, en fait, tout est fait pour... Même si je suis désorganisée, tout est fait pour que je gagne du temps, en fait. Ok. Alors, on va parler de la famille. Ouais. T'es en train d'en parler, on va rebondir là-dessus. Tu as 3 enfants. Ouais. Quel âge ont-ils? 2, 5, 7. Donc, donc c'est sportif. Ouais. Donc, alors, voilà. Donc, nous, on te voit beaucoup sur les réseaux. Mmh. Tu travailles beaucoup. Mmh. Et puis, tu profites aussi de la vie. Tu sors avec tes copines, tu kiffes. Mmh. Comment tu fais? Je sais pas. Je vais être honnête avec toi. Moi, j'ai l'impression que ton mari, il y est pour beaucoup aussi. Non, il est très gentil. Ouais. J'ai pas trop envie non plus. Tu sais, on parle beaucoup de la charge mentale, de la femme. Ouais. Franchement,
Oui, bien sûr qu'il y a la charge mentale, il y a tout ce qui va avec. Mais écoute, nos grands-mères, nos mères, qu'est-ce qu'elles faisaient? Elles travaillaient de la même manière. Elles avaient autant d'enfants. En fait, comment je fais? Je me plains pas. Je me plains pas et je vis et je prends. Déjà, j'essaye de m'organiser. Je t'ai dit, j'ai une super nounou. Puis en plus, est-ce que j'ai le droit de me plaindre? Ça veut dire que... Bon, je suis hyper croyante. Je suis pas hyper pratiquante, mais je suis très croyante. Et je me dis quand même, bon, Dieu m'a gâtée. Il aurait pu ne pas me gâter, parce que j'étais une sale gosse, tu vois. Mais il m'a quand même gâtée. Mes enfants, mon mari, une réussite professionnelle. Oui, je travaille comme un chien, mais vraiment. Ça veut dire que tu peux même pas imaginer l'état de fatigue de mon corps. Ça veut dire que je le tais. Je le tais. Parfois, mes jambes tremblent et je le tais. Pourquoi? Parce que je me dis, tu as de la chance. Tu ne peux pas te plaindre, tu fermes ta gueule. Tu fermes ta gueule et merci. Et ne te... Ça veut dire que dès que je me dis j'ai mal, non, t'as pas mal. Tu sais, j'essaie toujours de trouver le côté positif. Ça veut dire que plus tu balances des ondes positives, et plus il t'en revient. Ça veut dire que dans ta phrase, si tu vas mettre non, mais tu commences ta phrase par quelque chose de négatif, l'heure d'après, tout va être négatif. Donc j'essaye de parler de manière positive, j'essaye de toujours être contente. Et quand je suis pas contente, je suis contente. Je m'organise comme ça. Ça va pas, je suis fatiguée, c'est pas grave. Tu te lèves et t'avances. Tu dormiras ce soir. Donc en fait, je m'organise pas, mais je m'organise comme ça, tu vois, en me disant, allez, continue, allez, avance, fais. J'essaie de faire le maximum de choses. Et puis j'ai ce côté hyperactif qui m'aide beaucoup. Ça veut dire que... T'as du mal à t'arrêter. Pour moi, c'est pas difficile, en fait, de me poser. C'est pas, en fait, pour moi, il y a des femmes qui sont fatiguées, il y a des femmes qui gèrent la vie d'une autre manière. Moi, comme je suis hyperactive, en fait, de cette hyperactivité... J'en tire les fruits, tu vois. Je fais en sorte de m'occuper tout le temps, tu vois. Et puis mes enfants, c'est normal, attends, tu fais pas des enfants pour les laisser à la rue et rien faire avec eux. Alors oui, je culpabilise. Bien sûr, je culpabilise de travailler beaucoup le soir quand je rentre. J'aimerais qu'ils soient là, qu'ils soient réveillés et de leur faire des bisous. Vers quelle heure tu rentres à peu près? Je rentre vers 20h30, 21h. Ouais. J'avoue, je rentre dans la chambre, parfois j'en gratouille un petit peu, bon... pour le réveiller. un petit peu. Mais le matin, je me réveille à 7h, je leur fais des pancakes. T'es avec eux, ouais. Le matin, je les habille, mon mari et moi, on papote avec eux. On va au café, on prend des croissants. Je prends avec eux le petit-déj le matin, je leur fais les pancakes, on discute. Le dimanche, c'est ma journée avec eux. Le dimanche, je suis avec eux. On sort, on va se balader. Il y a des parents qui passent beaucoup de temps avec leurs enfants. J'en passe peu, mais le peu... Mais de qualité. Il est hyper concentré. Il est hyper concentré et il est hyper concentré d'amour. Ça veut dire que tous les matins, le réveil, c'est qu'on est 5 dans le lit. Tu vois, on est 5 à s'embrasser et en fait, on commence la journée avec des câlins. Donc, c'est comme ça. C'est comme ça que je m'organise. Et puis, ils seront fiers de leur maman. J'espère, je sais pas. Est-ce qu'ils diront ma maman n'a pas été là? Ma mère m'a souvent dit, j'ai pas été là, parce que j'ai une maman qui travaille énormément. Ça veut dire qu'elle a encore... Elle s'arrête jamais. Et je sais même pas comment elle fait. Ça veut dire que si je pouvais être 1/10 de ce qu'elle est, ce serait pour moi la plus grande fierté. Et ne parlons pas de ma grand-mère, qui m'a tout appris, qui était voilà, à Tunis, l'image de la femme travailleuse, qui avait des magasins, qui jusqu'à l'âge de 75 ans travaillait rue du Faubourg du Temple, ouvrait sa petite boutique, la fermait, mon grand-père comme ça. C'est une sorte d'éducation. Ça veut dire que je peux pas ne pas travailler, ça fait partie. Mon mari me dit parfois, tu vis pour travailler. Je dis non, c'est essentiel à ma vie. C'est essentiel à ma vie, ça me fait du bien. Il y a des alcooliques, il y a des comment on appelle ça, shopping addict. Moi, je suis work addict, c'est tout. C'est mon kiff. Alors pourquoi tu veux? C'est pas quelque chose de négatif. Pourquoi est-ce que voilà. Donc voilà, je gère comme ça. Mes enfants. En les voyant le maximum, en concentrant une dose d'amour quand je les vois, et en essayant aussi d'appeler beaucoup ma mère pour qu'elle vienne s'en occuper. Les filles au travail, elles s'autogèrent, et puis moi aussi je suis là, on forme une super équipe, et j'ai un mari canon. Voilà. C'est pas en fait, ça pourrait être compliqué, mais j'essaie de tout vivre de manière positive, donc ça va. Donc, tu encourages les femmes qui ont envie de se lancer, de devenir entrepreneuses, de ne pas se brider. Mais pourquoi tu te brides? Pour regretter?
pour te dire j'aurais pu un jour faire. Je n'ai pas fait parce que lance-toi. En fait, faut pas avoir peur. N'aie pas peur. Alors on va me dire ouais, de toute façon tu peux ne pas avoir peur, t'avais quelque chose derrière. Non, j'avais rien derrière. J'avais juste ma peur. Mes névroses, mes angoisses, mais j'étais une gosse cassée, j'étais une gosse perdue. J'avais vu une psy à ce moment-là qui m'avait dit je suis pas sûre qu'il faut que vous fassiez ça. Je suis pas sûre qu'il faut que vous ouvriez cet institut. Parce que si vous échouez, vous mourrez. Elle m'avait dit ça. Parce que j'étais tellement brisée, j'étais tellement cassée, j'étais brisée. Alors, tu me vois maintenant, tu te dis, mais c'est pas possible. Comment t'aurais pu être... Non, j'étais brisée par la vie, par moi-même, par tous mes échecs, par le fait de... J'étais une enfant cassée. Voilà. Et le fait d'avoir ouvert, ça m'a libérée de tout, ça m'a libérée de mes angoisses, de mes peurs, mes névroses sont devenus mes avantages, le fait de vivre au feeling et de sentir les gens, parce que je sens les gens comme un chien, tu vois, quand je peux pas, tu vois, et ben c'est devenu une force. Donc oui, il faut que les femmes se lancent, qu'elles ne donnent pas les enfants comme excuse. Il faut qu'elles se lancent, qu'elles fassent, qu'elles plaisent à leur échelle, à leur niveau, et avec passion, parce que c'est la passion qui te fait vivre. C'est de créer un truc, de voir que tu réussis, mais quel accomplissement, tu te couches le soir et avec des idées dans la tête, tu te réveilles avec les mêmes idées comme si tu t'étais pas endormi. Mais c'est tellement bon, tu vois, c'est incroyable. J'adore. Il faut que les femmes se lancent, il faut pas qu'elles aient peur, il faut pas qu'elles se disent et mon mari ou quoi que ce soit. Pourquoi le mari il est dehors à aller travailler et pas toi? Mais tu bosses, tu te lances, tu t'éclates. Il faut s'éclater. Merde, il n'y a qu'une vie. On a une vie de chien, alors pourquoi pas la rendre plus agréable? Voilà. Super. Tout avec passion. Tout. Génial. Sans respirer. Donc, tu as une vraie intelligence émotionnelle. Je n'ai que ça. Il y a plusieurs intelligences. Toi, tu as une intelligence émotionnelle et tu fonctionnes avec et c'est ton moteur et ça marche bien. Ouais. Donc, en gros, il faut toujours écouter sa petite voix intérieure. Toujours. Voilà. Toujours. Je ne l'écoute pas, rarement. Génial. Merci pour ces conseils. Je pense que ça sera très utile. Tu es beaucoup sur les réseaux sociaux. Ouais. Tu as 35 000 followers. Oh. Oui. Ça sonne bien. Ah oui, 35K. J'ai regardé ce matin. Comment ça t'est venu, cette idée de poster d'un coup comme ça? Qu'est-ce qui s'est passé? Pareil. Tu vas me demander ma stratégie? Non, t'en as pas, je sais, j'ai compris. Il n'y a pas de stratégie. Alors, là, on a la prof de com. Alors, je suis l'exemple à ne pas suivre stratégiquement. D'accord? Ça se dit, cette phrase? Oui. Je n'ai aucune stratégie dans rien. Je n'ai pas de stratégie. Bah alors, ne parlons pas de stratégie. Qui quoi? Un jour, t'as pris ton téléphone et t'as vu que ça marchait. J'ai vu Instagram, c'est assez sympa. Qu'est-ce que c'est? Il y avait Laurie Tillman qui était là. Elle me fait C'était quand est-ce que t'as commencé à poster comme ça? Ok. Laurie Tillman, elle me dit tiens, regarde les stories. Qu'est-ce que c'est que story? Je dis mais c'est rigolo. Donc en fait, tu mets des trucs, les gens peuvent. Tu vois, j'ai trouvé ça très sympa. Et puis j'ai beaucoup de youtubeurs, de blogueurs qui viennent ici parce que. Mais est-ce que c'est grâce aussi aux réseaux sociaux? Non, je pense que c'est grâce à mon savoir-faire. Ok. Bah, alors. Est-ce que non, bien sûr. Oui. Mais est-ce que c'est comme ça qu'elle te voit? Les premières, non. Parce c'est de bouche à oreille? Non, elle me voit pas comme quelqu'un qui... Oh là, elle se dit, putain, elle est relou à poster 100 000 stories. Non, elles peuvent se dire, elle bosse super bien, la nana. Alors, je vais venir, je vais y aller. Que les stories font qu'on peut voir le travail. D'accord? Parce que c'est ce que n'avaient pas les gens avant. Donc, il y a ça. Donc, tu peux vraiment voir le travail en live. Et puis, en plus, je ne sais pas filtrer. Ça veut dire que mes photos sont dégueulasses, mais qu'elles sont réelles. Ça veut dire que la cliente, elle dit, voilà, je sais comment je vais sortir, et ça me plaît. Donc, vraiment, il n'y a pas de filtre sur mes photos. D'ailleurs, je vais commencer peut-être à en mettre, parce que... T'as sorti un petit filtre, les jardins de nana, super sympa. C'est mon mari qui, super joli. Mon mari qui fait des filtres, en fait, pour les sociétés, donc il m'en a fait un. Et donc, t'étais avec Laurie Tillman, elle te dit, avec Laurie Tillman, elle me story, fait une story, machin. et là, je me dis, c'est sympa. J'avais déjà un Instagram, je mettais des photos, je mettais plein de photos, donc les gens me suivaient aussi par rapport à ça, mais je n'avais pas la story. Et j'ai toujours été une comédienne dans l'âme. J'adore, mais vraiment, j'adore faire du cinéma. J'adore me mettre dans des... En scène, rigoler, le grand Johanna, le grand carnaval, on adore ces canons. Voilà, bref.
parlais fort et tout. Bref. Et puis j'ai commencé à faire des stories et puis les gens me disaient, rentrer dans l'institut, ah Nana, mais c'est toi, mais on adore, c'est canon et tout. Et en fait, ça crée une super dynamique. Donc il n'y a pas de stratégie. Est-ce que je vais poster ça à cet moment? Non, il y a une cliente qui rentre, elle est jolie, tiens, je fais. Il y a une cliente qui rentre, elle est sympathique, tiens, je fais. Il y a une prestation qui a bien été réalisée, tiens, je poste. J'ai pas de stratégie. Je le fais vraiment comme dans tout, en fait, comme la manière dont je vis, en fait, je le fais au feeling, je le fais comment tu m'as dit, intelligence émotionnelle. Intelligence émotionnelle. Voilà. D'accord. Donc tu t'es rendu compte que finalement, tant mieux, ça marche, tu t'éclates, et ça marche. Ouais. Donc, t'as pas de conseils à donner là-dessus? Si. Dis-moi. Et bien, faire les choses en s'éclatant. Donc pour toi, tout vient de l'authenticité. À 100 000%. Quelqu'un qui est fake, au début, t'es dupé. Un petit peu. D'accord? Quelqu'un qui est faux. Il y en a plein qui sont fake. Il y a beaucoup au début, d'influenceuses, etc. Au début, voilà. Moi, je sais pas. Non, ça c'est moi qui le dis. Voilà. Quelqu'un qui est faux. Au début, tu es dupé. D'accord? Quelqu'un qui fait... Mais au fur et à mesure, tu sens quand les gens sont faux, tu sens quand c'est pas vrai, tu sens quand il y a pas... Il y a un moment donné où l'authenticité... Ça peut pas durer, voilà. Ça peut pas durer. Donc, fais les choses vraies, fais comme tu sens, fais... Voilà. Le conseil à donner, oui, c'est être authentique, foncer, y aller, ne pas avoir peur. Et pour celles qui ont peur de se montrer, de dire, oh là là, ça va se gaver les gens, que je montre toute la journée ce que je fais, machin... Elles font pas, tant pis pour elles. Moi, j'ai profité de ça parce que je me suis rendu compte que ça marchait. Donc, je me suis dit, je vais en profiter, ça marche. Et puis en même temps, je vais m'éclater. Attends, j'ai les deux trucs qui me font kiffer. Ça veut dire que ça marche, vraiment. Et en même temps, je m'éclate. Est-ce que je vais m'en priver? La nana qui a peur, dans ce cas-là, elle se tait. Et elle fait des vidéos et elle montre pas sa voix. Elle met du son. Tu vois, c'est très joli aussi quand je vois des stories où il n'y a pas de son. Je me dis, putain, c'est bien ça. Moi, perso, je regarde mes stories. Il y a beaucoup de son. Parfois, j'ai envie de sauter, tu vois, de dire, mais tais-toi, mais tu parles trop, Joe. Il m'arrive d'en effacer comme ça au cours de la journée. Je dis, mais attends, mais c'est pas possible. Donc, tu les regardes quand même. Je suis très méga... Attention, je suis mégalo à 10 000%. J'adore me regarder. J'adore. Bizarrement, ça nous étonne pas. Mais non, j'adore me regarder. Attends. Tu vois, dans The Women's Society, on parle des femmes qui s'assument. Et toi, tu es une femme qui t'assume et qui fonce. Et ça fait super plaisir. Est-ce que tu peux nous parler un peu de ce qui se passe ici, des services que tu proposes, quelles sont les dernières innovations, qu'est-ce qu'on fait quand on vient au jardin de Nana? On vient se faire qu'est-ce belle. qu'on fait? On vient sortir de sa zone de confort. On sort de sa zone de confort pour rentrer dans une zone de confort. Tu vois, c'est un peu particulier parce que c'est un univers complètement à part. Tu viens de faire belle, donc tu viens faire t'as des prestations classiques comme les pieds et les mains. Les soins visage classiques. Ensuite, on a The Brow House, qui est une entité à part entière des jardins de Nana. Tu as donc l'épilation du sourcil au fil, par lequel c'est une technique ancestrale qui commence à être de plus en plus en vogue, mais surtout en France, qui est arrivé depuis une dizaine d'années, on va dire 5 ans maximum. C'est très nouveau. Moi, je le pratiquais en Israël déjà depuis 20 ans. J'ai commencé à l'âge de 20 ans. Je le voyais beaucoup à Londres aussi, avant les Indiens. Mais bien sûr, même quand tu vas chez Topshop, t'as le corner en bas de Topshop, dans le métro. Oui, parce que c'est une technique indienne ou moyenne-orientale. D'accord? Donc, et comme il y a beaucoup d'Indiens à Londres, de ce fait. Et donc moi je l'ai apprise en Israël il y a 20 ans, je suis rentrée en France, j'ai commencé à le pratiquer et je me suis faite aussi connaître pour cette technique parce qu'il n'y avait pas beaucoup de gens, surtout une européenne. C'est bizarre de voir une petite européenne, une petite minette comme ça qui est en train d'épiler au fil. Les gens avaient plutôt tendance à avoir leur coiffeuse de turc ou alors des indiennes à Vergare du Nord. Et puis au fur et à mesure ça s'est démocratisé, les gens se sont rendus compte que c'était une technique qui était incroyable. Et puis comme j'ai toujours été spécialiste et j'ai toujours été hyper attirée par le regard, parce que pour moi le regard c'est une arme de séduction, le regard c'est hyper important, tu tues quelqu'un avec ton regard. Tu vois, moi par exemple j'ai une fille qui travaille avec moi, quand elle n'est pas contente elle me regarde
Et tu vas tout de suite. Le regard, ça ne ment pas. sûr. Je ne sais pas mentir, je n'aime pas mentir. Tu vois, on est en train de parler de l'authenticité. Je ne sais pas mentir. Je n'arrive pas. Je ne suis pas une menteuse. Voilà, c'est tout. Je n'arrive pas. Donc pour moi, le regard, ça dit beaucoup de choses. Ok ? Et c'est une arme. Donc je me suis vraiment spécialisée dans le regard, mais pas. Ça s'est fait. En fait, ça a découlé de ça. Comme pour moi, c'était facile et que je savais faire et que j'aimais ça, c'est devenu une spécialité. Il y avait aussi une demande. Je veux dire, il y a quelques années en Mais France, bien sûr qu'il y avait une demande. il y avait pas. Moi, quand j'étais ado, j'allais me faire épiler chez l'esthéticienne Mais et bien malheureusement, elle avait pas de technique. Mais quoi. il y avait une demande. La demande, elle a été créée par le plein de The Bar à sourcils, de l'atelier du sourcil, et le boudoir du regard. En fait, tous ces magasins qui ont commencé, Benefit, tous ces magasins qui ont commencé à ouvrir, c'est qu'il y avait une vraie demande, mais là, ils ont aussi créé cette, tu vois, ce besoin. Quand tu on s'est rendu compte que finalement... tu vas à Londres, je suis désolée, il n'y a pas une nana, bon, parfois c'est un peu too much, tu vois. Oui, mais c'était démocratisé là-bas déjà. Regarde, le sourcil, c'était important. Le sourcil est important. Bien sûr. Et donc, j'ai commencé à être connue pour les sourcils, mais j'ai jamais travaillé... En fait, si, j'ai beaucoup travaillé, mais j'ai jamais fait en sorte que ça devienne ma spécialité. Ouais, mais bon, c'était le moment. Voilà, c'était le moment, et j'aimais ça, donc ça allait de soi. Okay. Mais j'adore les ongles, j'adore les soins visage. Là, par exemple, je vais me faire former sur 2 techniques. Renata França, c'est une technique brésilienne de drainage, d'anti-âge, et aussi de drainage pour le corps et de remodelage, et aussi la méthode Kobido. C'est une technique japonaise aussi de purification, de détox, tout. Du visage ? Du visage. Ok. Voilà, j'adore me former sur des nouvelles techniques. On a rentré il y a 2 ans du micro-needling. Voilà, le micro-needling, il n'y en avait pas il y a 2 ans. Qu'est-ce que c'est une sorte de mésothérapie. En fait, c'est un petit appareil qui s'appelle le M-Pen, le Dermapen, avec une sorte de petite aiguille, plein de petites aiguilles. Et en fait, ça va créer... C'est un soin visage, c'est l'équivalent de 6 soins visage en même temps. Ça va créer une micro-perforation, et au lieu de poser simplement un produit sur la peau, tu vas l'injecter. Donc attention, pas l'injecter comme oui. Mais tu vas Soft. le faire pénétrer dans la peau par ces micro-perforations, sans laisser beaucoup de marques. Et après, il y a aussi le peeling, qui est un peu plus puissant qu'un peeling basique qu'on faisait dans l'institut. Donc en fait, il y a un upgrade en fait des soins visage. On fait aussi beaucoup de manicure, on fait des rossements, du botox, voilà, plein de soins en fait. J'essaye d'être toujours à la page, toujours au courant des nouvelles, des dernières technologies, et de les proposer en soins. Donc, tu as vraiment une offre globale. En plus, alors il y a plein de produits, on peut acheter les produits. Ouais, j'essaie de trouver toujours des marques de niche, toujours des produits qu'on trouve nulle part. Granado, qui est une marque brésilienne. Après, il y a Egyptian Magic Cream qu'on trouve beaucoup maintenant, mais il y a 5-6 ans, quand je l'ai rentré, même il y a 7 ans, je crois, je l'ai rentré, il n'y avait pas... J'essaie toujours de trouver des produits qui servent et qu'on ne trouve pas partout. Et là, j'ai créé ma marque de crayons sourcils et de wax. Le Brow Soap, c'est un produit que j'ai vu en Israël. C'est un savon qui permet de donner la grande tendance, c'est le Brow Lamination. Bon, je trouve ça très bizarre comme nom, mais c'est le Brow Lift. Ouais. En fait, c'est le fait d'avoir le sourcil un peu à la Cara Delevingne, ok ? Ok, très épais, quoi. Très épais, comme très ça, long, broussailleux. Et en fait, j'ai lancé la marque du produit, du Brow Soap, du Brow Wax. En fait, ça laisse ton sourcil épais et coiffé vers le haut toute la journée. Avec le petit crayon. Donc, c'est un petit kit qu'il faut que tu aies dans ton sac. Ok. Et puis, il y a plein d'autres choses. Il y a aussi j'ai lancé d'autres marques. J'ai lancé une marque de bougies, Maïnès. C'est des bougies créées par un artisan, créées par moi, mais coulées par un artisan dans les Vosges. Et le parfum est élaboré par un artisan, un maître parfumeur à Grasse. On a l'antipétasse. On a la bougie pour devenir riche, elles sont végétales, cire végétale coco et soja. On a la bougie contre le mauvais œil, post-rupture, super packaging. En fait, je crée plein de marques. J'ai créé aussi les coques IQ, tu sais, les chaînes cordon. Ouais. Pour les iPhones. Ouais, pour les iPhones. J'essaye de créer en fait, tout ce qui me passe par la tête, hop, je fais. J'ai une idée, je fais. Des choses de qualité, des choses qui sont jolies et des choses qui sont pratiques. Et puis après, tu vois si ça marche. Ça marche pas, c'est pas grave, au moins j'ai fait. Voilà, c'est un pas conseil. De regret. Fait, ça marche pas, tant pis. Fonce. T'as combien de salariés ici ? Beaucoup. Parce que c'est grand quand même. J'en ai une dizaine. Et des coiffeurs.
Et alors, tu vas me dire, oui, c'est aussi au feeling et tout. T'aimes cette gestion? Non. Non. Bizarrement, ça m'étonne pas. Non. J'aime pas. Bon. C'est dur. C'est dur, le rapport humain, de conflit, en fait, de rapport de force ne me plaît pas. Parce que j'aime mes employés. Je les aime profondément. D'ailleurs, je les appelle même pas mes employés, je les appelle mes filles. Et c'est dur pour toi de devoir dire non. De donner des ordres? Ouais. J'aime pas cette sensation de hiérarchie, alors que tu vis avec des gens, parce que c'est des filles avec qui je vis, en fait, parce que moi, mes filles, elles restent longtemps, il y en a qui sont depuis 5 ans, 6 ans, c'est pas un institut où ça tourne. On a vraiment des... Et je les aime, mais vraiment, profondément. Et quand on me demande quelque chose et que je ne peux pas le faire, parce que le fait de dire non et de devoir me retrouver dans un rapport de force, ça me brise, en fait. J'en pleure vraiment, et je peux pas, en fait, je ne sais pas dire non. Donc je leur dirai au final toujours oui, à mon propre, on appelle ça, oui, à tes dépens. À mes dépens, je vais me mettre dans des situations de galère parce que je leur... Mais à côté de ça, comme il y a beaucoup d'affection et beaucoup de respect entre nous, elles savent ce qu'il faut. C'est un échange. Voilà, il y a un échange. Elles travaillent de manière divine. Ce sont des armes de guerre. Vraiment, ce sont des avions, des bombes atomiques. Elles sont drôles, elles sont sympas. Bon, parfois, on dérive, on rigole tellement que, tu vois, on dérive de trop. Donc, je les remets, tu vois, on se remet tout de suite. On sait comment... On retourne au boulot, quoi. On retourne au boulot. On rigole tout le temps. On se dispute tout le temps. Mais c'est ce qui se transmet, c'est ce que tu transmets via Insta, qui a une super ambiance, etc. J'aime pas la gestion, j'aime pas faire les plannings, je le fais parce que j'ai pas le choix. Je gère tout, c'est moi, j'ai pas d'assistante. Je gère les factures, les centres de formation, les plannings, les produits, l'internet, mes enfants, mon mari, moi, parce que je suis coquette aussi, tu vois. Oui. Je suis pas la nana qui va se maquiller 3/4 d'heure, mais je suis coquette. Qu'est-ce que tu fais quand tu prends du temps pour toi? Parce que tu as besoin. Je fais de la poterie. D'accord. Je fais de la sculpture. Tu fais ça chez toi ou non, tu vas... non, je suis dans un atelier et je fais de la sculpture. Le fait de travailler l'argile et je travaille, je fais des bases. Ça te détend. C'est bizarre, hein? Non, mais c'est une passion comme une autre. Je fais de la poterie et de temps en temps, je vais me faire masser. Okay. De temps en temps. Parce que c'est trop me relâcher et que j'y arrive pas. J'arrive pas à me relâcher pendant un massage. Mais t'en as besoin un petit peu, quand même. En fait, ça fait du bien à mon corps, parce que ça détend mes muscles, mais ça fait pas de bien à ma tête. Parce que j'arrive pas à me relâcher, donc c'est très frustrant d'avoir ce décalage entre... Oui, tu dois rester allongé, mais en même temps, dans ta tête, ça fuse. Mais ça fuse, c'est insupportable. Et je me dis, allez, Joe, profite, tu payes un massage, là, quoi. Vas-y, donc j'essaye de me détendre, j'essaye de penser à l'instant présent, parce que c'est hyper important de devoir se détacher. Le moment présent, j'ai lu un bouquin d'Eckhart Tolle, en fait c'est mon père qui me l'a offert il y a 5 ans. Je me suis dit, qu'est-ce que c'est que ce bouquin-là, sur la méditation? C'est très tendance en ce moment, c'est vraiment... Et en fait, mon père me l'a réoffert il y a 2 ans. En fait, c'est mon fils qui me l'a offert, donc c'est le moment présent d'Eckhart Tolle. Et ça a été une révélation pour moi, parce que j'étais sanguine, je ne savais pas dire les mots, je ne savais pas attendre, je ne savais pas. Et en fait, ça m'a permis, ce bouquin, hein, vraiment ce bouquin, de me détacher, en fait, alors pas de toutes mes impulsivités, mais des mauvaises. Parce que j'ai réussi à faire la part des choses. De me détacher, par exemple, quand je me retrouve face à une cliente qui est méchante, ou qui ne comprend pas les choses, et bien avant, je lui rentrais dedans. Et bien maintenant, je me détache. Tu prends du recul. Mais en fait, je me mets au-dessus de moi-même. Ouais. Et je me dis, c'est pas grave. Écoute-la, elle a quelque chose à dire. Si elle n'est pas contente, c'est pour une raison. Si elle est contente, c'est pour une autre. Écoute, laisse-la parler. Et tu médites un peu ou... Je médite. Je me suis inscrite dans un centre de méditation. Ouais. Je suis rentrée, j'ai trouvé ça très joli. J'adore. Oh là là, c'est canon, c'est joli. Chambre de ça et tout. J'ai pris une carte, un forfait, et j'y suis pas allée. Je médite dans ma tête, je médite 5 minutes. Non, je médite pas. Histoire de remettre tes idées, t'as pas besoin. Dans ma douche. Ouais, c'est ça, mais tu peux méditer n'importe où. Tu sais, tu peux méditer en marchant, dans la voiture, dans ta douche. C'est juste un moment pour se recentrer, quoi. J'essaye, j'aimerais. C'est
c'est ma prochaine. Vas-y, tu sais quoi? C'est mon prochain objectif. Prochain challenge. La méditation. Je me suis acheté une carte, je me suis acheté un forfait. Et là, j'ai reçu un mail, votre abonnement est arrivé À expiration. à expiration. Je suis dégoûtée. Je voulais m'y mettre. J'aime méditer. Pas trop longtemps. Oui, Ça me gratte les fesses, le fait de rien faire comme ça. Il y a toujours une zone qui te gratte, tu sais. Ça se travaille. Ça se travaille, oui. Oui, j'aimerais méditer et je conseille, bizarrement, je conseille à toutes mes clientes de méditer. C'est très bizarrement. Quand la cliente vient faire un rehaussement de cils, elle me dit quoi, je vais rester allongée comme ça pendant une heure? Je dis, mais méditer. Bon, voilà, bon conseil. Alors, écoute. Non, j'adore. Bon, alors, il nous reste 5 minutes. De quoi tu as envie de parler? Allez, un sujet d'actualité ou quelque chose qui... De toi? Non, Alors, moi c'est après. Non, moi c'est après. On parle pas de moi durant les podcasts, on en parlera après sur les réseaux. Est-ce que tu aimerais donner quel conseil, à part ce qu'on a déjà donné, t'aimerais donner aux femmes qui nous écoutent et aux femmes qui nous regardent aujourd'hui, puisqu'on est, on est filmé aussi. En supposant que ça filme encore. En supposant que ça filme encore, exactement, mais c'est pas grave. Un dernier conseil. De remercier la vie. Ouais. De remercier la vie. La gratitude. Ouais, la gratitude. Vraiment, vraiment la gratitude. De prendre soin de soi. De prendre soin de soi, parce que si tu prends pas soin de toi... Il n'y a rien qui suit. Il n'y a rien qui suit. De se mettre du vernis. Parce que quand tu te mets du vernis, c'est un super antidépresseur. C'est mieux que de prendre des cachetons. La couleur, c'est génial. Ouais, de faire attention à soi, de remercier la vie chaque seconde, de la beauté de la vie. Et je l'ai déjà dit, d'être inconsciente. C'est horrible comme conseil, mais d'être insouciante, inconsciente, de rêver comme quand tu avais 5 ans. Parce que si tu te brides dans tout, t'étouffes et tu crèves. Tout simplement. Voilà. Tu crèves intellectuellement. Bien sûr. Merci 1000 fois. Merci à toi de m'avoir laissé la possibilité de dire ça, parce que je pense pas l'avoir dit depuis très longtemps, ou même jamais. Voilà, ça fait du bien. Ça fait beaucoup de bien et merci. Écoute, à très bientôt. Je laisse bien sûr les coordonnées, les comptes des réseaux, etc. pour que tout le monde puisse venir se faire belle et se faire chouchouter. J'espère que ça vous a plu. À très très bientôt dans le podcast Inspire de la Women's Society. Allez, bye. Et c'est canon. Bye bye.